Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Kairos. Kairos, le podcast opportun, l'émission qu'on attendait avec impatience, l'entretien qui tombe à pic, peu importe la façon dont vous l'appelez. L'important, c'est que vous restiez fidèles à nos émissions. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, Emmanuel Augustine. Emmanuel, bonjour à toi, comment vas-tu? Bonjour Daniel, je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Aujourd'hui, on te reçoit pour évoquer quelque chose que beaucoup de gens connaissent, au moins de nom, mais ne connaissent peut-être pas forcément dans le détail. Je veux parler des fleurs de bac et je suis ravi de te recevoir à ce titre. Tu es conseiller fleurs de bac et puis j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Je parlerai ensuite des circonstances de notre rencontre qui ont concouru à ce qu'on puisse mettre en place cet entretien aujourd'hui. Je te laisse le l'opportunité de te présenter. Écoute, je suis Emmanuel Augustine, comme tu viens de le dire. Je suis conseiller agréé en fleurs de bac depuis le 13 novembre 2015. En fait, c'est une date qui est très forte pour moi parce que c'était des attentats au Bataclan, comme Hmm. beaucoup le savent. Et en fait, je passais mon troisième niveau ce matin-là. Et notre professeur SBAC, qui s'appelle François Deportes, qui lui-même a introduit les fleurs de bac dans les années 80, nous a bien soutenus, nous a dit prenez Walnut. Walnut, c'est une fleur de bac qui va vraiment nous aider à l'adaptabilité. Et donc, du coup, par rapport à cet événement, je me suis dit, j'ai ma part à faire dans ce monde, tu vois. Je me suis dit, tiens, si je suis là aujourd'hui et qu'on apprend un événement aussi tragique que ça, et que pour moi, le travail était de devenir conseiller agréé, eh bien, c'était un beau message pour moi pour me dire que oui, nous avons notre part à jouer pour travailler sur l'émotionnel humain dans sa globalité. Donc, pour moi, ça a été une révélation. Et depuis, donc tu vois, ça fait 10 ans maintenant. Donc, je fête mes 10 ans de conseiller agréé. Tu l'as dit, les fleurs de bac, on a un petit peu cette image d'Épinal un peu cliché de la prise en charge de la dimension, je dirais plutôt psycho-émotionnelle. Beaucoup de gens connaissent Rescue, qui est quand Oui. même le remède, je dirais, qui a probablement le plus de popularité auprès du grand public, que ce soit sous forme de gouttes, sous forme de gomme à mâcher, enfin, peu importe, je dirais, la galénique qui est utilisée pour Rescue. Mais les fleurs de bac, c'est bien plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu succinctement en quoi consiste le système floral de bac et puis en quoi est-ce que c'est quelque chose qui a révolutionné finalement la prise en charge thérapeutique? Oui, effectivement, c'est bien plus que le rescue. Évidemment, heureusement que le rescue existe, puisque finalement, ça permet aux gens d'avoir cette première approche. Hein, on le trouve en pharmacie ou dans les magasins bio ou les parapharmacies. Mais il y a au total 38 élixirs floraux. Hein, 38 élixirs floraux qui vont véritablement travailler sur 38 états émotionnels inhérents à l'être humain. Donc ça peut passer de la tristesse, d'une tristesse excessive qui pourrait nous mener jusqu'au burn-out qu'on appelle maintenant la dépression. Euh, on va aussi travailler sur des peurs qui peuvent être très anciennes, des peurs profondes ou des peurs subies. Et on va aussi travailler sur des dimensions de personnalité plus particulières, comme la jalousie. Et donc, ce différent panel d'élixirs floraux vont permettre de rééquilibrer d'une certaine manière notre état. Les fleurs de bac ne changent en rien à la personnalité. On ne va pas changer une personnalité, mais par contre, on va changer un état. Un état, nous savons aujourd'hui que nous sommes traversés quotidiennement par des émotions. Nous pouvons avoir le matin une émotion qui nous traverse et dans l'heure ou la minute qui suit, se trouver dans un autre état émotionnel. Les émotions nous traversent tout au long de la journée, à chaque minute, à chaque seconde.
Et donc, pour le coup, les fleurs de bac vont permettre de ramener un équilibre, un juste équilibre. C'est un peu la quête de chacun, retrouver une certaine forme de paix intérieure, hein, une certaine forme de calme intérieur. Et c'est dans ces états-là que nous sommes beaucoup plus, je dirais, à même de recevoir des événements difficiles de la vie, hein. Si nous sommes en état de stress permanent, il est évident que lorsqu'on se retrouve face à des situations qui nous mettent dans un état de stress supplémentaire, nous ne sommes plus dans un état qui nous permet de répondre à l'urgence, répondre à tous les événements de la vie. Lorsque notre état se trouve équilibré, lorsque nous sommes dans un calme intérieur, nous sommes beaucoup plus propices à recevoir des choses de la vie qui peuvent nous bouleverser. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que en tout cas, je l'ai compris comme ça. On a souvent aussi l'image du remède floral qui vient changer la personnalité, alors que tu l'as bien dit, c'est pas ça du tout. On vient simplement ramener un équilibre au sein d'un processus dynamique C'est ça. et on est justement sur des remèdes qui sont dynamiques et dynamiques parce qu'ils ont été dynamisés. Alors du coup, ça me permet de faire le lien aussi avec le bac homéopathe. Est-ce qu'on Mm. peut revenir un petit peu sur la méthodologie de préparation des élixirs floraux que probablement les personnes ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Bah, oui, effectivement, comme tu le dis si bien, Daniel, Édouard Bach était un homéopathe, hein, à l'origine, généraliste homéopathe, hein, comme peuvent l'être aujourd'hui certains médecins. Il était aussi chirurgien et bactériologiste. Il s'est beaucoup intéressé effectivement aux bactéries. Il faut savoir que les élixirs floraux, c'est un épisode qui arrive après ses débuts de carrière, hein, dont on parlera tout à l'heure. Mais les élixirs floraux, effectivement, sont dynamisés, comme tu le dis. Alors, dynamisés dans le sens où il faut savoir qu'au niveau de la préparation, on va utiliser très peu de fleurs, contrairement à l'aromathérapie. Quand on utilise les huiles essentielles, par exemple, on sait qu'il faut énormément de fleurs pour faire un petit flacon. Eh bien, ce qu'il faut retenir avec les fleurs de bac, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut très peu de fleurs pour faire beaucoup de flacons. Voilà. Donc, en fait, on va être comme pour le principe de l'homéopathie, sur une quantité infinitésimale. On va donc, à la base, récupérer donc la fleur dans un milieu sauvage, puisqu'il ne s'agit pas, ça c'est important aussi de le retenir, c'est pas des fleurs de culture. C'est pas, quand on voit effectivement certains laboratoires qui mettent le logo agriculture biologique, beaucoup de gens vont penser effectivement qu'il s'agit d'agriculture de fleurs. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque les laboratoires obtiennent ce label, c'est tout simplement parce que l'alcool qui sert de conservateur est, lui, issu de l'agriculture biologique. Mais la fleur, elle l'est par essence, je dirais, puisque si l'on tient compte du protocole que Bach nous a enseigné, il est important de se retrouver dans un milieu sauvage qui soit, entre guillemets, sain. Je m'explique, sain veut dire loin de toute activité humaine, en fait. Trouver un milieu loin de toute activité humaine pour qu'il y ait très peu d'impact, en fait, très peu d'impact humain sur la fleur que l'on va récolter. Alors, lui souhaitait que l'on soit dans un très grand respect de la nature. C'est-à-dire que quand on allait récupérer les fleurs, que ce soit des fleurs d'arbres, parce que dans les 38 élixirs floraux, il y a des fleurs d'arbres et des fleurs de prairies, hein. Des fleurs que l'on trouve effectivement dans les prairies ou sur le bord des routes. Euh, Évidemment, quand je dis loin d'activité humaine, on évite de récolter des fleurs en bordure de route, hein. On va privilégier effectivement les chemins en plein milieu naturel. Et sa volonté, dans un très grand respect de la nature, c'était d'utiliser très peu d'outils. Ou en tout cas, si on utilisait par exemple un sécateur pour récupérer les fleurs, il fallait qu'il soit désinfecté avec de l'alcool bio, de préférence également, et qu'il n'y ait pas de contact avec nos mains, hein, pour ne pas transmettre à la fleur une dimension énergétique
qui pourraient fausser la préparation de l'élixir. Donc il y avait une volonté aussi d'être dans une intention, une belle intention. Si vous arrivez un jour de récolte et que vous êtes dans une colère excessive ou une colère haineuse, inutile de vous dire il vaut mieux vous abstenir et prévoir un autre jour pour faire la récolte des fleurs. Donc ensuite, les fleurs sont disposées à la surface d'une autre source, dans un récipient qui ne soit pas conducteur, donc un récipient en verre. On laisse exposer cette préparation au soleil pendant 4 heures. On s'assure véritablement que tout autour, il n'y ait pas de zone, sachant que la Terre tourne, hein, comme vous le savez, autour du Soleil, et donc les zones d'ombre vont se déplacer. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas ni d'arbres, ni de monuments surélevés qui viendraient poser son ombre sur le récipient en verre. Et on revient au bout de 4 heures pour récupérer ce qu'on appelle notre teinture mère, en fait, hein, puisqu'il s'agit effectivement de cette préparation. Donc on parle là d'un principe de solarisation, hein. Il s'agit d'une solarisation. Alors évidemment, quand on prépare cette récolte, bien évidemment, en amont, on a anticipé le fait que ce soit au niveau météorologique une journée sans nuages Bien et sûr. qu'on puisse avoir une journée très ensoleillée. On a bien compris l'intérêt, tout l'intérêt de la méthodologie et toute l'intentionnalité qu'il faut y poser derrière. On a fait un petit peu le parallèle, ou en tout cas la comparaison avec la préparation du remède homéopathique. Est-ce qu'il y a, on a parlé de solarisation à froid, est-ce qu'il y a un processus de dynamisation par la succion, c'est-à-dire par l'agitation, comme en homéopathie, ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Pour la préparation en elle-même, non. Par contre, il est conseillé, lorsqu'on utilise les petits flacons que vous trouvez en pharmacie, alors c'est pas une obligation, hein, mais moi c'est ce que je préconise, et c'est ce que j'ai compris lorsque nous avons été formés en tant que conseillers en fleurs de bac, c'est de secouer le flacon avant chaque utilisation, hein. Secouer le flacon, effectivement, pour redynamiser. Mais non, contrairement aux triturations homéopathiques, c'était beaucoup plus simple en fait, hein. C'est ça qui peut aussi perturber quelque part par rapport à d'autres remèdes, c'est la simplicité. C'est la simplicité de la préparation, la simplicité de l'utilisation. Très souvent, les gens que je côtoie et qui sont très cartésiens, ce qui les perturbe, c'est le fait que ce soit simple. C'est curieux, hein? Plus on est Bah, cartésien, oui, plus on a envie que ce soit compliqué. on est aussi, c'est curieux, je ne sais pas si c'est curieux, en tout cas, je pense, un trait de société de notre époque, c'est-à-dire on est aussi aujourd'hui dans une ère très scientiste, qui a besoin foncièrement à chaque fois et à peu près pour tout, d'études randomisées en double aveugle, multicentriques, avec des cohortes de milliers de malades pour avoir un tant soit peu de crédit. Et c'est vrai on le disait tout à l'heure en off en préparant l'émission, euh, les gens comme toi ont la chance ou la malchance de faire partie, d'être rangés par certains dans la catégorie du charlatanisme ou de la poudre de perlimpinpin, comme tu le disais. C'est vrai que c'est compliqué, mais on parlait d'intention tout à l'heure, justement, pour aller à la cueillette. Il y avait aussi une intention de Bach, hein, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans ses écrits, il y avait l'intention justement que la méthodologie soit accessible au plus grand nombre. C'est ça. Ouais. Accessible au plus grand nombre, au même titre que des personnes qui effectivement n'ont pas forcément les moyens, tu vois, financiers parce que Bien sûr. il faut savoir aujourd'hui qu'un flacon coûte relativement cher, hein, dans le commerce. Alors évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde d'acheter les 38 flacons. Très souvent, les personnes vont le faire au coup par coup, d'où l'intérêt d'avoir un conseiller en fleurs de bac comme nous. Parce que quand on rencontre les personnes, justement, on permet de faire une préparation vraiment personnalisée, où on va de 1 à 3, 5 ou 7 maximum élixirs floraux
pour la préparation. C'est une forme de petit rescue que l'on a en main pour soi, hein, vraiment personnalisé. Bach lui-même avait fait en sorte que ce soit accessible à tous ses patients. Quand il recevait des patients, tout le monde n'avait pas forcément les mêmes moyens. Il était dans cette volonté d'aider tout le monde sans distinction. Donc, au point de faire des entretiens gratuitement, hein, d'avoir des séances gratuites. Mais pour lui, ce qui était vraiment important, et il le décrit bien hein, dans ses ouvrages, c'est l'accompagnement. C'est vraiment l'accompagnement. C'est vrai que, comme pour l'homéopathie, les fleurs de bac peuvent être utilisées sans inquiétude, donc on peut faire une automédication sans problème, puisqu'il n'y a aucun effet secondaire, aucune accoutumance. Voilà, c'est Pas vraiment des d'interaction remèdes. non plus avec des traitements Tout à médicamenteux. fait, tout Hein. à fait, Ouais. tout à fait. Tu vois, je parlais tout à l'heure de l'aromathérapie. Moi, j'aime beaucoup aussi les huiles essentielles, mais je connais leurs dangers. Je connais leurs dangers et parce qu'effectivement, il y a une puissance qui est d'un autre ordre, hein, puisqu'on a concentré effectivement une très grosse concentration Oui, bien sûr. dans un petit flacon. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment percevoir les élixirs floraux autrement. C'est vrai que souvent les gens me disent, mais quelle odeur ont les fleurs de bac? Quelle odeur ont vos petits flacons? Je dis, il ne faut pas confondre avec les huiles essentielles, puisque là, on est sur une autre dimension. On est vraiment sur une dimension vibratoire, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur cette idée de dynamisation. Euh, et où pour le coup, il est vrai que là, on peut les utiliser sans inquiétude et que, comme le disait Bach, tout le monde, sans exception. C'est-à-dire que je t'ai parlé effectivement de l'humain tout à l'heure, hein, en te disant que il s'agissait de 38 élixirs floraux qui correspondaient à 38 états émotionnels chez l'humain. On va au-delà de ça avec les fleurs de Bach. Pour moi, je dirais le vivant. C'est-à-dire qu'on utilise les fleurs de Bach aussi bien pour les animaux que pour les plantes. C'est-à-dire que là, pour les plantes, c'est la nature qui soigne la nature. Tu vois. Moi, j'utilise les fleurs de bac pour soigner des plantes dans mon potager ou même des plantes d'intérieur. Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, ça bat en brèche complètement l'image qu'on peut avoir des fleurs de bac, avec aussi parfois une image un petit peu stéréotypée de quelque chose qui renverrait beaucoup à, à des problématiques somatiques, alors qu'on est plutôt dans de la problématique aussi et peut-être surtout psycho-émotionnelle, parce que justement, on a ce principe de dilution qui fait qu'on n'est plus du tout dans la dose pondérale, à l'inverse de l'hyperconcentration ou de la haute concentration qu'on peut retrouver en aromathérapie. Est-ce que pour autant, et comme en homéopathie, on pourrait envisager avec les fleurs d'aller vers de la haute dilution ou est-ce que on est sur de la dilution, je dirais, standardisée, quelle que soit la teinture mère obtenue au départ? Et si on peut aller vers de la haute dilution, est-ce qu'on peut imaginer traiter des choses qui soient graduellement de plus en plus de l'ordre du subtil ou pas du tout? On peut l'imaginer, et encore une fois, je pense que Bach nous a enseigné ça aussi, soyez créatifs. C'est-à-dire, faites vous-même l'expérience. Faites vous-même l'expérience. Euh, Effectivement, en homéopathie, on sait que plus on augmente la dilution, plus on va être sur du profond, du subtil euh, et de l'émotionnel, parce qu'on le voit très bien par exemple avec l'arnica. L'arnica, dans les dilutions allant de 4 à 12, à 12 CH, hein, je parle de cette dilution-là, on va être effectivement sur du physique, des coups physiques, du bleu, et quand on dépasse effectivement le 15, 15, 30 et au-delà de 30 CH, on va véritablement être sur du coup émotionnel, du bleu émotionnel. Ça nous ramène à une fleur de Bach qui s'appelle Étoile de Bethléem, l'ornithongale en ombelle, Star of Bethléem. Et je compare souvent Star of Bethléem à l'arnica sur cette dimension-là. Mais l'arnica au-delà du 15.
Oui, Par contre, il est vrai que Bach utilisait aussi les fleurs de Bach en application locale, euh, c'est-à-dire application externe. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler peut-être du docteur Ricardo Orozco, un médecin espagnol, qui lui les utilise en application locale. Kramer également, le médecin allemand euh, qui avait fait des applications effectivement avec des compresses sur des zones spécifiques du corps. Donc là, on va être plutôt sur une dilution. Alors, j'aime pas trop parler de dilution avec les fleurs de bac parce que c'est vrai que on va pas véritablement comparer les fleurs de bac avec l'homéopathie. Tu vois, je pense que c'est euh, une autre porte qu'Edouard Bach a ouvert dans le monde de l'homéopathie. disons que je voulais Euh, pas faire de comparaison systématique, mais je voulais simplement insister sur la filiation qu'il y avait, au moins d'un point de vue conceptuel et intellectuel, entre Bach et l'homéopathie, sachant que Bach, comme tu l'as dit, était médecin généraliste et homéopathe, donc il connaissait les travaux de Hahnemann et de ses élèves, et oui, donc tout à aussi fait. la force et la puissance, notamment des hautes dilutions. Parce qu'il faut rappeler aussi aux personnes qui nous regardent que l'homéopathie, en première intention, a été quand même un travail beaucoup, beaucoup avec les hautes dilutions. Tout à fait. Mm. Mais alors, ce qui se passe avec Bach, c'est que, comme tu le disais aussi, il voulait rester simple avec l'ensemble des populations. Et ceux qui n'avaient pas ce prérequis de connaissances par rapport à l'homéopathie, il voulait que les remèdes soient les mêmes pour tous. Mais en même temps, en laissant cette possibilité à chacun d'être créatif. Ça a été le cas de Kramer, de Horosco, qui eux sont allés beaucoup plus loin. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui vivent des expériences aussi avec les fleurs de bac. Moi, je t'avouerai que je n'ai pas véritablement fait cette expérience. Par contre, je fais l'expérience de réaliser des élixirs floraux avec d'autres fleurs, hein. C'est le cas de Philippe de Roide qui est à l'origine des élixirs contemporains. Euh, il y a 96 élixirs, je crois. Et c'est pareil, hein, ce sont des fleurs sauvages, hein, des fleurs que tu trouves en pleine nature en fonction des régions. Nous, ici en France, on a effectivement la région dans laquelle je suis, par exemple, je n'ai plus d'aigre moine. Quand j'étais en région parisienne, j'avais de l'aigre moine. Ici, je n'en ai pas. Donc, tu vois, on peut aussi faire en fonction de notre localisation. De notre biotope, Euh, ouais, ouais. effectivement. Ici, tu vois, par exemple, au printemps cette année, on a eu beaucoup de digital. Ouais, Beaucoup, beaucoup de digital. Et la digitale, comme tu le sais, c'est une fleur qui est toxique, puisque c'est celle qu'on utilise pour préparer la digitaline. bien sûr. Et c'est une fleur qui va travailler effectivement sur le plan cardiaque, hein, sur le premier niveau. En élixir floral, moi j'ai préparé un élixir floral de digital, je ne prends pas de risque, puisque comme je suis en quantité infinitésimale, là je suis dans une sorte de remède, au même titre qu'un remède homéopathique avec des plantes toxiques. Et j'ai réalisé que cette fleur, cette digitale, travaillait sur le cœur, mais sur le plan émotionnel, les blessures du cœur, véritablement. Tu vois. Mais blessures du cœur très profondes, très anciennes, qui nous ramènent au début de notre vie, hein, donc les blessures d'enfant, mais aussi des blessures d'avant, tu vois, de la filiation. Et je trouve que la digitale est très intéressante pour ça, en Elixir Flora. Ouais. Tu l'as abordé tout à l'heure, je reviens sur ton propos. Tu as dit, beaucoup de gens n'ont pas les moyens financiers de pouvoir acheter les 38 essences florales. Ils n'ont pas non plus nécessairement les connaissances pour pouvoir composer le remède individualisé qui leur correspond, qui correspond à la personne à un moment donné. Est-ce qu'il y a un profil type, je dirais, de personne qui vient te voir et surtout, quelles sont un petit peu les grandes problématiques pour lesquelles est-ce que on vient voir Emmanuel Augustine, conseiller Fleur de Bac? Bah, ouais, très souvent, ce sont
des problèmes de société, tu sais, des moments liés aux difficultés rencontrées au quotidien, au travail, surtout beaucoup, hein, sur le plan relationnel au sein même d'une entreprise. Je t'ai parlé d'Aigre-Moine tout à l'heure, mais je pense que c'est une fleur dont on aurait tous besoin en société. Pourquoi? Parce que c'est la fleur de l'apparat. C'est vraiment la fleur du je me montre autrement en société parce que la société me demande d'être autrement. Sauf que on oublie que la société, finalement, c'est nous qui la faisons. C'est pas la société, d'une certaine manière, on l'imagine comme un personnage extérieur qui nous impose. Mon chef d'entreprise m'impose de. Alors évidemment, il y a des règles qu'il faut respecter. On est tous dans des formes de conditionnement. Et donc, pour moi, le conditionnement, la fleur l'anti-conditionnement, si je puis dire, c'est Aigre-Moine. Aigre-Moine, c'est bas les masques. C'est vraiment la première fleur des 38. C'est pas étonnant que ce soit la première. Tu vois. Je dirais que c'est celle qui ouvre le bal des autres, quoi. C'est vraiment celle qui va te permettre d'être véritablement toi, en toute sincérité. En toute sincérité. Alors, pour revenir à ta première question, qui était celle de quels sont les types de personnes qui viennent me voir. Donc, effectivement, il y a ces personnes-là, mais même celles qui ont des faibles moyens, parce que certaines personnes se disent que bah, les fleurs de bac, c'est pas pour moi, c'est un truc de riche. Mais non, c'est pas vrai, tu vois. Je pense que moi, j'essaie de faire en sorte d'ouvrir ma porte parce que ma porte au plus grand nombre, parce que j'ai vraiment le souhait de respecter les pas d'Edouard Bach, tu vois. Pour moi, j'ai véritablement envie de suivre ce qu'il nous a légué, donc pas seulement les élixirs floraux comme on les connaît aujourd'hui et qui ont été repris parce que elles ont du succès. Sinon, s'il n'y avait pas de résultats, s'il n'y avait pas de réels résultats, aucun laboratoire n'aurait suivi, tu vois. Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de laboratoires qui proposent des fleurs de bac. Oui, oui, encore une fois, tu vas dire que je reviens toujours à la même chose, mais encore une fois, c'est la même chose avec l'homéopathie, dont certains nous Mm. targuent que ça ne fonctionne pas, alors que Oui, si effectivement c'était pas le cas, ça fait bien longtemps que on aurait complètement abandonné l'idée de faire des c'est ça, granules c'est ça. et que L'homéopathie, 200 ans, les fleurs de bac, 100. voilà. Et donc, si vraiment en traversant l'histoire, ça n'avait pas eu le succès escompté, ou en tout cas s'il n'y avait pas eu de résultat, ce serait tombé aux oubliettes. Donc, moi, je trouve que Bach nous a légué effectivement ça, et j'essaie, moi, de transmettre à mon tour. Mais il nous a pas légué que les élixirs floraux. Pour moi, il a légué une philosophie de vie. Euh, Quand on parlait d'intention tout à l'heure, quel homme j'ai envie d'être, tu vois. Et, et, et je ne veux pas être un docteur Bach, je ne veux pas être Édouard Bach, parce que lui, il avait sa personnalité, il était ce qu'il était. Évidemment, peut-être que pour moi, c'est un père spirituel, il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai surtout envie d'être qui je suis véritablement, en tout cas, euh, ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. Et c'est une question qu'on peut tous se poser autant que nous sommes. Qui j'ai envie vraiment d'être? Quel personnage? Est-ce que je joue un personnage, c'est-à-dire façon aigre-moine négatif? Je joue un personnage pour paraître bien en société ou être accepté par un groupe? Ou est-ce que véritablement je décide véritablement d'être une personne qui soit juste euh, et qui essaie de transmettre du bon et du beau? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a parlé d'intentionnalité, on a parlé de savoir qui être dans finalement, j'aime pas trop ce terme parce que c'est fait développement personnel et on l'entend beaucoup. Et ce qu'on veut être dans notre dans notre mission de vie. Rappelons que ce que tu as dit là, c'est quand même à l'image aussi de qui était Bach et ce qu'il a fait, parce que finalement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu rapidement dans le cadre de la biographie de Bach sur cette découverte du système floral? Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait de façon intuitive? Est-ce que ça s'est fait par des
centaines d'essais? Est-ce qu'il a battu la campagne anglaise pendant des années? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, il faut savoir je le disais tout à l'heure, comme il était bactériologiste, il s'est beaucoup intéressé au milieu microbien et surtout, le microbiote intestinal. Et ça, c'est sur la période de 1922 à 1928. Donc sur 6 ans, accompagné d'un autre médecin qui s'appelait John Patterson. Euh, Ils ont fait tout un travail de recherche en laboratoire parce que Bach avait compris que les émotions pouvaient venir, enfin, en tout cas un dérèglement des émotions pouvait venir d'une dysbiose intestinale. Et donc il avait classé ces formes de dysbiose en fonction d'une catégorie de bactéries particulières. Il les avait classées en 7 groupes. 7 groupes, pourquoi? Parce que il s'était rendu compte que dans les analyses des selles de ces patients, en fonction d'une prédominance ou non d'une certaine famille de bactéries, eh bien, on pouvait rencontrer chez les personnalités un tel ou tel déséquilibre émotionnel. Donc, il a fait 7 groupes, 7 groupes d'émotions et 7 groupes donc de bactéries et 7 groupes, 7 nosones. Ce qu'on appelle nosones, en fait, ce sont des biothérapiques. Et les biothérapiques, ce sont des vaccins, ce qu'on appelait à l'époque des vaccins intestinaux. Donc au départ, lui, avec Patterson, donc en fait, le principe, pour expliquer très brièvement, on récupère les bactéries qui sont en trop grand nombre et chez les patients. On va, à partir de ces bactéries, créer des nosodes, enfin des biothérapiques. Donc là, encore une fois, c'est en quantité infinitésimale et on va les réinjecter. Donc, au tout début, avec John Patterson, effectivement, c'était des injections par intraveineuse. Et pour le coup, il trouvait ça un peu trop violent. En tout cas, Edward Bach trouvait ça un peu trop violent parce que lui, il était plutôt dans une dimension de non-violence. On ne tue pas, on ne détruit pas. Donc, il était vraiment dans la dimension de, de ce que l'on peut connaître par rapport à tout médecin. Et, euh, et donc, ils sont passés après aux granules homéopathiques, donc avec les triturations, comme on peut les connaître, et les dynamisations des bactéries. Et donc, les nosodes se présentaient, et se présentent encore aujourd'hui, on peut en trouver, sous forme de petites doses homéopathiques. Donc, on a réalisé effectivement qu'on pouvait rééquilibrer les émotions en rééquilibrant le microbiote intestinal, et on s'est rendu compte aussi que certaines inflammations intestinales pouvaient diminuer, et aussi toute maladie chronique inflammatoire, parce que très souvent les maladies chroniques inflammatoires trouvent leur lit dans les dysbioses intestinales. Je trouve que c'est génial ce que tu dis, ce que tu nous donnes là comme information et qui est probablement pas connu de la plupart des gens, en tout cas par rapport au bac, par rapport à bac et à la connaissance qu'ils peuvent en avoir, où souvent on se limite simplement à cette thérapie florale, à ce système floral. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette pérennité aussi bien du système floral que de l'homéopathie dans le temps. Ça veut dire que Bach avait déjà validé certaines choses un siècle avant C'est ça, les publications les plus récentes aujourd'hui c'est sur ça, le microbiote intestinal et toutes les implications qu'il peut y avoir derrière, aussi bien des implications au niveau du système immunitaire qu'en santé mentale. Je pense par exemple aux travaux du docteur Guillaume Font, qui est, euh, qui est psychiatre à l'IHU de Marseille et qui travaille beaucoup justement sur les dysbioses intestinales et leur implication dans des pathologies de type pathologie névrotique réfractaire ou des grandes pathologies de type schizophrénie ou bipolarité. Je pense aussi aux travaux du docteur Bruno Donatini. Voilà, donc beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont faits autour du microbiote intestinal qu'on nous présente souvent comme étant révolutionnaire et prometteur, alors qu'en fait, j'ai envie de dire qu'on fait croire qu'on a réinventé la roue, quoi. C'est ça. Et tu vois, si aujourd'hui je donne des conférences sur les nosodes de Bach, c'est tout simplement pour redonner à Bach ses lettres de noblesse.
parce que je me dis que, enfin, pour moi, je trouvais ça tellement triste d'entendre effectivement toutes ces nouvelles recherches et on pense effectivement, comme tu disais, que que c'est révolutionnaire, qu'on a découvert quelque chose. Moi, je dis, mais non, ça fait un siècle que ça existe. Mais dans ces moments-là, on ne parle pas d'Edouard Bach. Non. Parce que Bach, et ça rejoint ce que tu disais aussi, c'est un illuminé pour certains. C'est les poudres de perlimpinpin, c'est des potions magiques. Donc forcément, on va pas le citer, on va pas le citer comme certains médecins qu'on ne cite plus aujourd'hui parce qu'on est considérés comme des médecins d'un autre ordre, quoi. Et c'est un peu ça qui me dérangeait. Et donc, j'avais vraiment envie de mettre en avant ces travaux-là. Ça n'a pas été simple de faire, de rassembler un petit peu tous les éléments parce que, comme c'était décrié à l'époque, eh bien, il y a très peu de choses qui ont été gardées. Même Bach lui-même avait gardé très peu d'éléments de recherche. J'ai réussi à retrouver beaucoup d'ouvrages et d'essais qui avaient été faits par la suite, et surtout par les Allemands, parce que les Allemands sont quand même très très bien placés sur ce plan-là, sur le plan des nosodes, sur le plan homéopathie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux et je pense qu'en Allemagne, on a à se servir, je pense, beaucoup d'eux comme exemple par rapport aux soins et aux soins justement homéopathiques comme ils savent le faire. C'est vrai que les nosodes intestinaux, c'est aussi la conférence qui a permis de nous mettre en relation, toi et moi, Oui, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut organiser cet entretien. Et c'est vrai on a le sentiment que tout a été dit, entre guillemets. Alors, au-delà de l'aspect charlatanesque, entre guillemets, qu'on voudrait donner à Edouard Bach, qu'est-ce qui fait aussi, selon toi, on n'ouvre pas davantage la porte à ça? Est-ce que c'est une problématique culturelle? Est-ce que c'est une problématique idéologique? Est-ce que c'est une problématique économique, commerciale? Est-ce que c'est un peu de tout ça? c'est sûrement un peu de tout ça, mais je pense que ce qui prime avant tout pour ça, c'est le commercial. C'est-à-dire que j'ai quand même, enfin, ça, j'apprends rien à personne, je pense, quelque part. C'est que si on laissait la possibilité à chacun de se soigner, Bach disait quand même, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Guéris-toi toi-même. Et c'est un peu ce qu'il nous apprend avec les élixirs floraux. Euh, Moi, c'est ce que j'ai appris pendant toutes ces années, apprendre à mieux me connaître. Déjà, apprendre à mieux se connaître, c'est essentiel. Et c'est ce que les fleurs de Bach m'ont permis de faire. Et en apprenant à mieux se connaître, ben, on apprend aussi à mieux comprendre le fonctionnement de notre organisme. C'est quand même le véhicule qui nous porte tous les jours. Donc c'est précieux. C'est précieux, hein. C'est comme dirait, alors je ne saurais pas citer qui le dit, mais c'est le véhicule qui transporte ton âme. Ouais. Donc si tu veux que ton âme y reste, eh bien c'est bien que ce véhicule soit entretenu. Donc entretenu, moi je compare souvent mon organisme global à mon jardin, à mon potager. Parce que quand on comprend comment façonner et équilibrer un compost, quand on voit comment le compost vit au quotidien, s'il est trop liquide, s'il est trop épais, s'il est trop sec, comment on interagit, comment on intervient pour aider ce milieu microbien, cet écosystème qui est là. Eh bien, c'est la même chose pour notre organisme. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas vous demander d'observer vos matières fécales tous les jours, mais en soi, c'est ce que faisaient les médecins, hein. Au tout début, Paracel, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient, hein. Pour savoir l'état de santé de ses patients, ils regardaient ses matières fécales. Eh bien, on devrait tous faire ça, je pense, parce que c'est le meilleur moyen pour maintenir un équilibre de notre écosystème. Et moi, c'est ce que c'est ce que j'ai appris avec les nosodes et avec Bach. Et Bach, quand il nous dit guéris-toi toi-même, eh bien, c'est pour moi une devise que tout le monde devrait suivre aujourd'hui. Le problème, effectivement, c'est que dans nos sociétés, si tout le monde se met à faire ça,
Mais effectivement, il y a de très gros laboratoires derrière qui peuvent dire, bah, non, non, on a besoin de vous, il faut que vous soyez malade. Donc Oui, là, tu je sais, résume un petit peu, hein, mais oui, oui, tu mais comprends bien où je veux on venir. on a bien compris que l'intention qui avait été posée, c'était de se réapproprier une autonomie en santé. Et tu sais, ça me fait penser aussi à cette réplique d'un film dont j'ai oublié le titre, qui consiste à dire euh, bien portant est un malade qui s'ignore. Et c'est vrai que c'est un petit peu le credo sur lequel voudrait nous maintenir une certaine industrie pharmaceutique pour justement voir derrière chez nous, derrière chacun un malade potentiel et donc un consommateur potentiel. On a bien compris cette idée de se réapproprier sa santé. Euh, Si tu devais nous donner deux, trois grandes indications pour lesquelles les fleurs te paraissent, je dirais, une étape, un passage obligé vers justement une réappropriation de sa santé, qu'est-ce qui te viendrait spontanément à l'esprit? Bah, tu vois, je te parlais d'Aigre-Moine tout à l'heure. Pour moi, c'est soyez sincère avec vous, vraiment. C'est-à-dire, euh, quand on se regarde le matin dans une glace et se dire est-ce que je suis heureux? Ça, c'est primordial de se dire est-ce que je suis heureux? Euh, alors évidemment, d'une personne à une autre, on ne peut pas le jauger. On ne peut pas dire est-ce que je suis dans la joie? Qu'est-ce que ça définit la joie pour certains d'entre nous? Est-ce que c'est être le soir du 31 décembre et sabrer une bouteille de champagne et sauter au plafond? Ça, c'est une joie exprimée, mais est-ce qu'elle est véritable? Tu vois? Je connais beaucoup de gens qui sourient, beaucoup de gens qui rient, mais maintenant, avec l'expérience, j'arrive à déceler si c'est juste ou pas. Tu vois, quand je parle de la symphonie des fleurs de Bach, qui est mon site, si j'ai appelé ça la symphonie des fleurs de Bach, c'est parce que pour moi, les fleurs de Bach, c'est de la musique. Quand tu as une personne en face de toi, c'est vibratoire, tu arrives à ressentir son émotion. Et tu arrives à sentir si c'est juste ou pas. Si le, Tu sais, en musique, on fait sonner le la avec un diapason. Eh bien, tu arrives à ressentir vibratoirement parlant si le rire de la personne qui est devant toi est juste ou pas. Si c'est un rire franc, si c'est un rire spontané, ou si c'est un rire d'apparat. Et pour moi, Aigre-Moine, comme je te disais, c'est la fleur qui ouvre le bal de toutes les autres. Par contre, c'est encore une fois les médecines douces, ça n'a pas que de la douceur. Alors évidemment, pour les fleurs de bac, ça reste de la douceur, mais c'est de la douceur puissante. Ça peut paraître antinomique, ces deux mots, mais pour moi, c'est comme ça que je peux le définir. Si je peux définir les fleurs de bac, c'est de la douceur puissante ou de la puissance douce. De Donc, la ça force bouscule. tranquille pour reprendre C'est ça, le c'est ça, slogan d'un certain président c'est il y a ça, la quelques force années. tranquille. Ouais. Mais ça bouscule. Donc, Ouais, ouais, bien Aigre-Moine sûr. bouscule. Aigre-Moine bouscule. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à être sincère avec nous? Est-ce qu'on est prêt à montrer son vrai visage? Est-ce qu'on est prêt à se regarder véritablement dans le miroir? Oui, alors merci de m'avoir aussi ménagé cette transition, Emmanuel. Tu as parlé de Symphonie des Fleurs de Bac, qui est le nom de ton site, et dont on mettra le lien, hein, bien entendu, sur la description de cette vidéo. Encore une fois, je voulais aussi faire un petit peu garder comme fil rouge l'homéopathie. Tu as parlé de musique, de musicalité, de vibration, d'information vibratoire. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les travaux de Masaru Emoto autour de l'eau. Il y a aussi tous les travaux que tu dois connaître de Marc-Henri, qui nous a quittés il y a peu de temps, autour de justement la vibration à travers la vibration musicale, sonore, et l'homéopathie. Marc-Henri, qui, fort de son bagage d'enseignant-chercheur en physique quantique, a travaillé justement sur une musicalité thérapeutique. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble euh, applicable en complément, en plus, ou comme une extension peut-être
du système floral de Bach, ou est-ce que c'est vraiment deux choses complètement différentes, éventuellement complémentaires, qui pourraient ponctuellement collaborer? Mais pour moi, c'est une évidence, c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire que je l'écris même dans mon site, c'est-à-dire que même sans la musique, il y a une musicalité en nous, c'est-à-dire que il n'est pas nécessaire d'avoir une vibration extérieure qui est produite par des instruments, par un ampli chez vous pour écouter de la musique. Alors évidemment, c'est un support, c'est une aide, mais j'ai presque envie de vous dire, écoutez votre symphonie intérieure. C'est ce que je décris dans le livre. Moi, c'est véritablement ce que j'ai compris au fil des années. C'est-à-dire que c'est comme si on était relié à un canal de musique. Ça me permet de parler d'un film qui s'appelle The Great Song, euh, qui exprime cela. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés à une musique universelle. Une musique universelle sur laquelle on peut se brancher à n'importe quel moment. Est-ce qu'il vous est arrivé, un instant, est-ce qu'il t'est arrivé, toi, Daniel, d'avoir une mélodie dans la tête que tu n'as jamais entendue à la radio, jamais entendue dans un concert, jamais, mais juste avoir une mélodie, c'est-à-dire qui vient de toi, juste redonner un matin de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça peut arriver aussi. Alors on fredonne rarement quand on est de mauvaise humeur, mais euh, euh, les requiems, c'est chez certaines personnes, ça n'agit pas de la même manière. Tu vois, il y a des requiems qui te transportent et peuvent te mettre dans la joie. J'ai un ami qui me parle souvent des musiques joyeusement tristes. Je trouve ça beau cette expression, ces musiques joyeusement tristes. Moi, les requiems peuvent me mettre en joie. Mais parce que la joie, c'est pas, comme je le décrivais tout à l'heure, sauter au plafond avec une bouteille de champagne. Ça, c'est une joie aigre-moine. Oui, bien sûr. Éphémère et Ouais, très convenu. c'est ça. La joie, elle est presque comme le Bouddha. Quand on regarde un Bouddha, on a du mal à savoir s'il est triste ou s'il est joyeux. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. C'est l'équanimité, en fait. Ouais. Et les fleurs de Bach, je pense, nous amènent à cette forme d'équanimité. J'aime souvent comparer ça avec un curseur qui va de -1 à +1, et entre les deux, il y a le point zéro. Eh bien, les fleurs de Bach vont nous ramener en fonction de la position du curseur, que ce soit dans le -1 ou dans le +1, c'est-à-dire soit dans une extrême joie, qui n'est pas une joie juste, mais une joie euphorique. La joie euphorique, comme tu le dis, elle est éphémère, soit dans une tristesse ou une extrême tristesse, le -1. Les fleurs de Bach sont censées vous aider à ramener le curseur au point zéro, le plus possible. Et c'est ça l'équanimité. C'est ça l'équanimité. Oui, on revient à cette notion qu'on avait abordée en début d'entretien, à savoir qu'on a un processus dynamique dynamisé qui vient intervenir dans un flux dynamique de variation d'humeur et qui vient le stabiliser de façon tout à fait douce. Et d'ailleurs, Et la musique permet ça. La musique absolument, permet de oui. nous ramener à cet état-là. On Et est sous. l'illustration de ce propos que je voulais te compléter, après je te rends la parole, c'est quelque chose que j'avais entendu lors d'une formation avec le docteur Ricardo Orozco, justement, expliquer que un des signaux les plus marquants du moment où le formule florale a fait son œuvre, c'est lorsque la personne commence à oublier de le prendre. C'est justement, le travail a été fait de façon tellement subtile, inconsciente et intégrée dans ce flux dynamique de vie que la personne se dit, ah mince, mais en fait, effectivement, ça fait deux ou trois fois que j'oublie de prendre. Donc, Bah, ça marche tu sais, voilà, c'est un peu comme un somnifère que tu prends depuis des années ouais, et un soir, tu oublies de le prendre et tu réalises que tu dors bien, exactement. Ouais. tu vois. Donc oui, c'est ça, et Roscoe a raison, c'est vrai que la plupart des personnes que je rencontre pour les fleurs de bac me le disent, hein, et souvent ils arrivent comme
comme des enfants attendant une punition en disant j'ai oublié de les prendre. Et moi, je dis, mais c'est formidable, ça veut dire. Et alors, comment vous sentez-vous? Eh ben, je me sens mieux. Et alors, je dis, ben, si vous sentez mieux, c'est normal que vous n'ayez plus besoin, que vous en ayez plus besoin, que vous sentiez moins le besoin. Et ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que ça prouve bien aussi cette tournure d'esprit, le, le- le- l'éducation négative qu'on a eue, notamment via l'industrie du médicament, nous maintient dans cette forme de dépendance, au point que on est dans la dépendance psychologique en se disant, mais en fait, si, j'ai besoin impérativement de cette béquille-là, Oui, et d'ailleurs, si je m'en prive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au bien sûr. contraire, ça marque le moment où tout va mieux. Mais beaucoup de médecins te diront que lorsqu'ils ont des patients et que s'ils disent à leurs patients, vous pouvez rentrer chez vous, et le patient dit, mais je ne m'avez rien prescrit, vous allez bien, vous n'avez besoin de rien, j'ai fait l'auscultation, tout va bien. Eh bien, ils se rendent compte que, ben, pour le coup, ils sont perçus comme de mauvais médecins. Bien sûr, bien De sûr, mauvais médecins parce qu'ils n'ont pas fait de prescription. bien Donc, sûr, il est véritablement important de sortir de ce cercle vicieux là pour retrouver son autonomie. On le disait tout à l'heure, ouais, retrouver sa souveraineté. complètement. Sa souveraineté, c'est effectivement de pouvoir se guérir soi-même, de, de pouvoir retrouver cette musicalité intérieure. Alors, ça peut paraître un peu poétique, hein, ma façon de parler, mais pour moi, elle me paraît tellement juste pour parler des fleurs de Bach. Mais ça, je le décris très bien dans mon site. Et effectivement, cette musicalité intérieure, c'est-à-dire cette vibration, la musique, c'est vibratoire. Alors, tout est vibratoire d'une certaine manière, mais on sait plus que jamais que la musique l'est, parce que on ressent ces vibrations, la vibration du son dans les objets. Une personne sourde peut écouter de la musique en touchant les objets. Donc cette vibration traverse les objets, traverse l'espace, traverse nos organes, donc forcément peut avoir un effet bénéfique ou non, encore une fois. Tout dépend quel type de musique je vais écouter et quel impact elle a sur moi. Une musique peut vous transporter, vous émouvoir, mais comme elle peut vous agacer et vous énerver. Bien sûr, bien sûr. Emmanuel, ça a été passionnant. Je te remercie vraiment du temps que tu as voulu nous accorder. J'espère qu'on aura pu, avec cet Merci à toi. entretien, battre un peu en brèche certaines images, certains clichés qu'on pouvait avoir à la fois autour de la thérapie florale et à la fois autour de ses indications. J'espère aussi qu'on aura rendu, comme tu le disais, à Bach ses lettres de C'est l'aide de noblesse noblesse. via ses études qu'il avait fait dans la première partie de sa vie autour de ces fameux nodos intestinaux. Ben, si vous Euh, voulez en savoir plus, le 10 janvier, je donne une visioconférence, le 10 janvier à voilà, 18 heures. c'est ce que j'allais te Ouais. proposer d'annoncer. Donc, allez absolument voir le site d'Emmanuel, allez voir absolument cette conférence. C'est passionnant. Moi, ça a été le point d'accroche qui a fait qu'aujourd'hui, cette interview, cet entretien est possible. Allez voir également le site d'Emmanuel parce que Emmanuel, il est modeste. Alors, il n'a pas osé vous dire aussi qu'il était graphiste de métier. Allez voir son site, qui est une pure merveille esthétique. Euh, Emmanuel, je te remercie à nouveau vraiment pour ton Merci temps. Daniel. Je te laisse le mot de la fin. Quant à nous, vous retrouverez bien évidemment l'ensemble des informations en dessous de cette vidéo, les liens pour contacter Emmanuel directement. Je vous retrouve avec très grand plaisir pour un nouveau du Kairos très prochainement. Je te laisse le plaisir de conclure, Emmanuel, et merci encore pour ta présence. Eh bien, écoute, je pense que c'est de circonstance. Comme on est en début d'année, je vais effectivement souhaiter mes bons voeux de nouvelle année 2025. Mais très souvent, on souhaite une bonne année. On sait très bien que dans l'année, il n'y aura pas que du bon. On sait très bien que dans l'année, qu'il n'y aura pas du bon. Donc moi, je préfère vous souhaiter beaucoup de courage, suffisamment de courage et d'envie et de force pour pouvoir surmonter les moments difficiles. Et je sais qu'avec les fleurs de bac, c'est possible. Extra. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette conclusion. Merci à toi, Daniel. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À bientôt. Restez fidèles à l'émission. Bye bye. Merci à vous.